activer le micro, vous m'entendez? Parfait. Très bien. D'abord, merci aux organisateurs de cette journée d'études l'ABEX, qui devait bien sûr se dérouler l'année dernière et qui existe bien heureusement aujourd'hui, et qui me donne l'occasion de vous parler d'une préoccupation que j'avais lorsque j'étais directrice d'un laboratoire de recherche en sciences de l'éducation au CNAM. Et dès les années 2016, en connaissance de la promulgation de l'arrêté du 25 mai 2016 sur les comités de suivi individuels, je me demandais comment on pouvait réfléchir aux enjeux formatifs de tels comités, puisque le texte était un peu sec, il faut le dire, et que, si je reprends les termes précis, il évalue dans un entretien avec le doctorant les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Donc, on dit bien qu'il évalue. Il y avait donc derrière cela une visée quand même de suivi très rapproché, voire de contrôle, selon que l'on entend l'évaluation comme un contrôle ou pas. Et donc, cette conception-là, très, comment dire, fixe de mon point de vue, oblitérait un petit peu des enjeux de formation et d'apprentissage. Or, on était en sciences de l'éducation et je me disais bien qu'un tel dispositif pouvait être finalement apprenant pour les doctorants. Et je dirais qu'il y avait 3 apprentissages. Il y avait des apprentissages en jeu pour les doctorants, pour le directeur ou la directrice de thèse, mais aussi pour l'équipe d'encadrant du laboratoire. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait finalement un triple gain dans cette affaire-là. Et c'est ce qui m'a conduit à travailler sur ce dispositif ou ces dispositifs, sachant qu'il y a une grande variation dans la mise en œuvre des dispositifs. Quand on participe à des dispositifs en dehors du CNAM, dans d'autres laboratoires, donc qu'on aille en Corse, à Reims, à Lille, à Genève ou ailleurs, on voit bien que il y a une vision du CS, du comité de suivi individuel qu'on appelle nous le comité de suivi de thèse, très différente. C'est-à-dire que normalement, on voit apparaître une césure forte avec l'idée que le directeur de thèse participerait à ce comité de suivi de thèse. Eh bien, il y a des endroits, des écoles doctorales qui acceptent pour une partie du déroulement du comité de suivi de thèse la présence du directeur. Quand d'autres endroits, par exemple le CNAM, ou plus précisément notre laboratoire formation et apprentissage professionnel, décide que le directeur de thèse sera totalement extérieur au comité de suivi de thèse. Donc on voit arriver des variations et ça a des conséquences, à mon avis, différentes selon les modalités qui sont utilisées. Il n'empêche que ce dispositif a un intérêt, c'est bien effectivement celui d'ouvrir la relation duale entre le directeur et le doctorant, le directeur de thèse et le doctorant, finalement au colloque singulier qui pouvait très bien se dérouler. On pouvait aussi voir des situations très emberlificotées, avec des dérives possibles, des conflits possibles, des tensions possibles. Et bien, le dispositif de CST constitue finalement une forme de garde-fou à cet ensemble de freins ou de complications dans cette relation entre le directeur et l'étudiant. Je dirais aussi que c'est une micro-communauté d'apprentissage qui se met en place, puisqu'on voit apparaître de nouvelles figures au sein de ce comité de suivi de thèse, c'est-à-dire des personnes extérieures à la relation duale. On peut avoir affaire à des membres du laboratoire qui sont très très loin de l'objet de la recherche, ou bien à des chercheurs externes que l'on a invités à participer à ce comité de suivi de thèse. Et je pense que cette décentration de fait proposée par la venue de ces personnes extérieures est aidante dans le questionnement auquel va être engagé le doctorant. À l'échelle de laboratoire, c'est aussi une petite révolution, puisque en fait, il y a là la visibilité du processus d'accompagnement. Donc, les doctorants entre eux
entretiennent des relations, dialoguent, font part de ce qu'on leur a dit lors des comités de suivi de thèse, échangent des ficelles, ce qu'ils ont pu apprendre lors d'un échange avec les membres du comité de suivi de thèse. Donc on voit bien que ce mode d'accompagnement va générer une culture, finalement, une culture de la rencontre avec des pairs dans un suivi très particulier. Et il y a là des connaissances partagées avec les pairs, avec les membres externes. Et je pense que là, les doctorants se sentent reconnus dans leur effort de cheminement et ils vivent, vous allez voir, puisque je vais vous en parler, les comités de suivi de thèse, non pas comme un drame, comme un obstacle incroyable à franchir, mais plutôt comme un aménagement réflexif, une pause dans leur travail et une pause salutaire pour leur propre cheminement dans l'activité doctorale. En vous donnant les aimants favorables finalement dans l'instauration de ce dispositif, je ne peux m'empêcher de pointer également des difficultés de mise en œuvre. Puisqu'effectivement, le texte de mai 2016 est très, très, très lacunaire. Enfin, on ne sait pas. C'est aux écoles doctorales, c'est au laboratoire d'organiser tant bien que mal ces comités de suivi de thèse. Alors, je dis tant bien que mal parce qu'il y a des laboratoires qui ont 100 doctorants. Et même quand on en a 40, ce qui est notre cas, c'est déjà un très, très gros travail d'organisation des comités de suivi de thèse. Donc là, j'insiste sur le côté organisationnel, puisqu'on doit aménager des temps suffisamment importants et pour permettre aux étudiants de se sentir écoutés, d'être à l'aise et de profiter pleinement de cet échange avec des pairs. C'est aussi, deuxième difficulté, un travail invisible qui est déjà existant, mais qui est là, du coup, amplifié, puisque les chercheurs vont avoir à découvrir des travaux. Alors, tout dépend justement de l'organisation des comités de suivi de thèse, puisque hier soir, j'étais avec l'Université de Reims sur un comité de suivi de thèse où j'avais un compte-rendu de l'état d'avancement du travail du doctorant, mais je n'avais pas les écrits du doctorant. Et tout le problème du comité de suivi de thèse a été d'essayer de comprendre ce qui avait été écrit. D'autres laboratoires, donc un des laboratoires du CNAM, travaillent avec les écrits, proprement dit, des doctorants. C'est-à-dire qu'on peut arriver à des écrits de 30 jusqu'à 200 pages avant un comité de suivi de thèse. Et là, ça demande un grand temps de préparation aux membres du comité de suivi de thèse, puisqu'ils lisent, ils découvrent, et de façon à ce que cette rencontre soit absolument fructueuse pour le doctorant, ont à finalement bien entrer dans la problématique qui n'est pas celle qu'ils ont l'habitude d'accompagner du doctorant en question. Donc ce dispositif est un dispositif qui finalement apporte, je pense, quelque chose au doctorant, et la question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce qu'il y a derrière cette mise en œuvre du dispositif du CST quelque chose qui pourrait retenir notre attention à l'échelle de l'école doctorale, mais aussi dans la connaissance de tout ce qui peut être mis en œuvre pour améliorer les CST. Alors, quelques mots quand même sur ce qu'on appelle l'accompagnement doctoral. Alors, l'accompagnement doctoral, j'ai envie de dire qu'il est existant à travers la fréquentation de différents lieux de savoir. Je pense que l'école doctorale permet aux doctorants, grâce au parcours doctoral qu'ils font, de fréquenter des séminaires, des ateliers, des sessions de conférences, des séminaires de laboratoire, des journées d'études. Et donc, le fait de traverser des contextes très différents oblige les doctorants à vivre des repositionnements et à se présenter différemment selon les contextes traversés. Je pense qu'il y a là quelque chose de très fructueux. Ces lieux de savoir, par les repositionnements successifs auxquels procèdent les doctorants, sont des lieux qui apportent des connaissances nouvelles et qui finalement distillent, sans le dire, de façon tacite, des apprentissages. Et je
pense bien sûr aux travaux de François Jacob sur les lieux de savoir. Je voudrais vous dire qu'en fait, François Jacob insiste sur le fait qu'effectivement, ces lieux de savoir sont des lieux où on produit, où il y a de la validation, de la transmission des savoirs qui ne sont pas du tout des étapes abstraites, des opérations qui impliquent des acteurs, des lieux, des instruments, des supports d'inscription, des pratiques spécifiques. Donc il y a là une matérialité des savoirs qui est découverte par les doctorants qui fréquentent donc ces différents lieux de savoir. Donc je pense qu'il y a un accompagnement indirect par la fréquentation de ces lieux de savoir. Et puis il y a un accompagnement beaucoup plus direct avec les comités de suivi de thèse. Alors, je vous l'ai déjà dit, selon les universités, selon les écoles doctorales, les modes de fonctionnement des comités de suivi individuel ou des comités de suivi de thèse sont différents. On peut imaginer qu'on est centré sur la définition du texte de mai 2016 et du coup, finalement, on va regarder si effectivement les conditions de la formation du doctorant sont assurées et ici, il a bien avancé dans sa recherche. Alors, l'exemple que je vous donne, celui de Reims, les deux objectifs-là sont remplis, c'est-à-dire que j'avais un compte-rendu de l'état d'avancement de la recherche et j'ai pu échanger avec la doctorante sur les conditions de sa formation. Mais je peux aussi considérer qu'il y a une autre voie, une autre dimension à faire valoir dans le comité de suivi qui vise à élargir finalement l'accès au contenu, au questionnement scientifique à partir des contenus eux-mêmes communiqués par le doctorant. Ce qui fait qu'effectivement, c'est ce fameux travail invisible auquel je faisais référence tout à l'heure. Ça veut dire là que nous avons une exigence, je dirais, épistémique pour essayer d'accompagner le doctorant dans l'affinement de sa problématique, dans la profondeur de sa réflexion, dans la justesse de son argumentation. Bref, on peut dire qu'il y a peut-être un choix formatif à faire sur l'idée qu'on irait accompagner chaque doctorant dans les différents plis de son travail de thèse. Alors, l'accompagnement doctoral, c'est un objet, je dirais, de recherche qui a une bonne vingtaine d'années. On trouve des travaux anglo-saxons assez nombreux. Et pour ma part, j'ai plutôt regardé dans les années 2005-2007 des travaux qui s'intéressent à des styles de supervision dans le suivi du travail des étudiants. Et alors, on a des travaux qui mettent en évidence des styles de laisser-faire, où finalement le doctorant peut être finalement dans une errance, dans un questionnement sans fin, dans un tel isolement, dans une telle solitude que ce laisser-faire est problématique. Mais il peut aussi être dans un style d'intervention qui relève de la direction forte. Et du coup là, la voie est toute tracée et le doctorant se pose-t-il les questions? Est-il dans un questionnement de type scientifique? Construit-il finalement une posture scientifique? Ou ne fait-il que suivre la voie qui lui a été dictée? On a d'autres styles, le style interventionniste qui intervient pour redresser un cap, pour remettre de l'ordre dans une situation très compliquée. On a aussi un autre style qui est le style pastoral, qui est assez amusant, qui est d'intervenir à la demande, de favoriser une écologie du travail du doctorant et de permettre à ce doctorant d'avancer, de cheminer dans son travail. Du côté français, on a très peu de travaux sur l'accompagnement doctoral et si je devais faire référence à des travaux, je citerai toujours les deux mêmes auteurs qui ont parlé finalement du changement de paradigme dans l'accompagnement doctoral, puisque le colloque singulier directeur de thèse étudiant va être ouvert et ces deux auteurs vont plutôt énoncer l'idée que c'est une ouverture encadrée, c'est-à-dire qu'elle est finalement
accompagner, qu'un accompagnement est en jeu et que cet accompagnement vise à donner des points de repère aux doctorants pour qu'ils ne soient pas perdu dans ce foisonnement scientifique qu'il attend s'il n'a pas une méthode de travail, s'il n'est pas guidé par une problématique, etc. Alors ça m'amène à réfléchir du coup à ce que peut être finalement un accompagnement doctoral. Et il m'a semblé qu'un certain nombre de travaux de sciences de l'éducation sont assez aidants en dehors de la formation doctorale pour être, non pas repris, mais inspirant dans le cadre de notre réflexion. Alors moi, je citerai en rupture finalement avec l'idée d'un style interventionniste, d'un style directorial, l'idée que l'accompagnement impliquerait 5 dimensions sur lesquelles je voudrais revenir maintenant. Une première dimension relèverait, je dirais, la reconnaissance ou de l'instauration d'une relation intersubjective au cours de laquelle le doctorant parle de son point de vue de doctorant. Alors quelquefois, c'est souvent du point de vue professionnel, puisque nous avons beaucoup de doctorants professionnels et qu'il y a tout un travail de posture à gagner sur la durée de la formation doctorale pour gagner cette posture scientifique, mais en tout cas, une parole libre sur des contextes professionnels, de telle sorte qu'il arrive, chemin faisant, à identifier ses engagements, son militantisme pour se décentrer et gagner une posture scientifique. Un deuxième point, c'est l'idée qu'accompagner un doctorant, c'est accepter d'avoir un positionnement secondaire d'accompagnateur. Et donc, non pas d'être au devant de la scène, mais bien à côté, de telle sorte qu'il y a un petit peu un effacement de l'expert scientifique qu'est le membre du CST pour permettre au doctorant de poser les questions qu'il a à se poser, de cheminer à partir de ses préoccupations et non pas à partir d'un modèle expert. Et donc, ce serait absolument le contraire d'un processus d'accompagnement. Une troisième dimension, c'est évidemment que cet accompagnement est toujours situé et à une durée limitée. Donc, on n'accompagne pas de façon informelle, on accompagne dans un cadre institué et avec des bornes précisées, des repères précisés. En fait, une quatrième dimension me permet de préciser que cet accompagnement, c'est la reconnaissance d'un cheminement. La reconnaissance d'un cheminement, ça veut dire qu'effectivement, il y a une mémoire du CST. Les étudiants, je vous en parlais tout à l'heure, ont repéré effectivement que d'un CST à l'autre, ils entendent des choses différentes et ils se sentent mieux d'un CST à l'autre. Donc ce cheminement est envisagé aussi du point de vue des pairs, c'est-à-dire que cette écoute qui est mise à disposition, elle se fait bien sûr dans un cadre donné, mais elle permet aux doctorants d'envisager une temporalité dans ses apprentissages. Enfin, une dernière dimension, et qui n'est pas la moindre, c'est une dimension éthique. Valoriser le travail du doctorant, renforcer le doctorant dans ses démarches, permet justement et dégager son propos de tout jugement de valeur, c'est permettre au doctorant de prendre confiance, de repartir vers son travail de chercheur à l'issue de cette séance très dense pour lui et lui permettre de comprendre qu'il a bien sûr du chemin à faire, mais que son travail a de l'intérêt et de l'importance pour un laboratoire, pour des directeurs de recherche et pour son directeur de thèse, comme pour lui-même, bien sûr. Donc voilà, cette idée que l'accompagnement doctoral est un accompagnement qui a probablement, qui va requérir une certaine posture de la part des encadrants et probablement qui requiert une professionnalisation des encadrants. Question qui se pose à ESAM d'ailleurs, sur laquelle ESAM est en train de réfléchir. Alors, une fois qu'on a parlé du dispositif, du processus d'accompagnement,
la question qui se pose, c'est celle de « mais qu'en pensent les doctorants? Quel est leur vécu expérientiel ?» Et donc, avec Fabienne Zaboya, qui est présente aujourd'hui, nous avons essayé de nous poser la question du vécu expérientiel des comités de suivi de thèse chez 17 doctorants. Donc, nous avons fait un choix entre des doctorants qui n'avaient pas vécu le comité de suivi de thèse, qui était donc en première année, des doctorants qui en avaient vécu plusieurs, et puis des doctorants qui avaient des docteurs cette fois-ci qui avaient fini leur thèse et qui pouvaient parler, regarder finalement, une fois ce doctorat soutenu, l'expérience des comités de suivi de thèse. Alors, pour tout vous dire, ces doctorants sont d'abord des professionnels. Le CNAM accueille des doctorants qui ont en général une activité professionnelle et qui font un effort absolument remarquable de pouvoir concilier leur activité professionnelle et un projet de recherche dans le cadre du doctorat. Donc, nous avons des doctorants qui vont vers le comité de suivi de thèse. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vécu, donc je pense là aux doctorants pour lesquels nous avons mené des entretiens, ceux qui étaient en première année. Le dispositif de comité de suivi de thèse est un dispositif qui est présenté, mais surtout qui fait l'objet d'attentes. Et les 6 doctorants que nous avons interviewés nous disent tous qu'ils ont des attentes en termes d'étayage pour leur travail de recherche et en termes d'échange. Donc la dimension dialogale est extrêmement récurrente dans les retours qu'ils nous font. Donc on voit là finalement qu'il y a pour le comité de suivi de thèse un intérêt en se disant c'est peut-être un lieu où nous allons avoir quelque chose qui va être de l'ordre d'un complément, de l'ordre d'un soutien autre. Pour les autres doctorants, ceux qui l'ont vécu une première fois et qui ne savaient pas ce que c'était qu'un comité de suivi de thèse, ils ne nous ont pas caché leur émotion à l'égard du comité de suivi de thèse. Ils ne nous ont pas caché qu'ils ont eu même quelquefois une inquiétude, voire un stress, voire un peu de pression pour préparer leur présentation au comité de thèse. L'une d'entre elles nous dit « ça tremble à l'intérieur ». Donc on voit bien que l'instauration de la première vague de comité de suivi de thèse a été un objet d'inquiétude et qui a été après dissipé par le fait de le vivre, puisque l'objectif évidemment de l'équipe qui avait travaillé sur le comité de thèse, c'était de rassurer. Et donc, ils sont sortis de ces comités de suivi de thèse en étant reboostés, comme dit l'un d'entre eux. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire part de leur conception du comité de suivi de thèse. Et comment ils l'envisagent, je dirais dans un premier temps, comme une fonction de cadrage. Et cette fonction de cadrage, ils en parlent très bien. Je vais vous citer ce que dit l'une de ces doctorantes. En fait, moi, je voulais un peu vérifier si j'étais sur le chemin ou si j'étais en train de prendre des voies de traverse. En tout cas, c'est vraiment ce que j'attendais, une forme de recadrage. Je n'entends pas dans recadrage mettre sur le chemin, j'entendais de reposer aussi des bonnes questions sur certains objets. Voilà, il y avait un peu les deux, j'ai envie de dire, et à la fois sur le fond et sur la forme. Donc cette idée de la fonction de cadrage, de structuration est une fonction qui est reprise par beaucoup des doctorants que nous avons interviewés. Une autre dimension renvoie au dépistage des difficultés. Par exemple, les doctorants disent oui, dans le cas où la relation directeur de thèse, doctorant serait difficile, c'est bien ces comités de suivi de thèse. Ça permet de dire les choses. Une troisième dimension, ce serait l'importance du tiers éducatif. C'est-à-dire que finalement, un comité de suivi de thèse, pour certains doctorants, c'est l'idée que finalement, ils vont avoir une bouffée d'oxygène, une ouverture intellectuelle
Et cette ouverture intellectuelle, pour eux, est très importante. C'est éventuellement des contacts, des pistes, des mises en relation avec d'autres personnes, avec d'autres chercheurs, avec d'autres labos. Et donc ça, cette fonction-là, elle est, comment dire, vécue comme une possibilité, une potentialité dont on peut se saisir. Un quatrième point, ce serait de dire qu'il y a une dimension instituante du comité de suivi de thèse. C'est un outil, dit un des doctorants, complètement intégré au parcours doctoral. Bon, voilà, ces personnes-là sont qualifiées en tant que chercheurs. Ils vont nous donner quand même un avis éclairé sur notre manière de faire qui est complémentaire à celui de notre directeur de thèse. Et donc, ça valide d'autant plus notre travail. Donc, vous voyez que le comité de suivi de thèse est perçu, je dirais, comme finalement un outil qui est un outil structurant, cadrant, et qui s'intègre dans un ensemble, l'ensemble du parcours doctoral. Alors, que disent-ils du rapport avec les membres des comités de suivi de thèse? En général, ils soulignent un climat d'échange plutôt agréable, avec une ambiance plutôt positive. Et ce qu'ils ressentent, c'est que le comité de suivi de thèse ne constitue aucunement un tribunal. Ils ne sont pas là pour nous juger, disent-ils. Aucun piège. Donc, ils voient dans cette relation avec des membres de CST le fait qu'ils n'ont pas affaire à le mur des experts et eux seraient en situation de soumission. Non, ils sont là, ils ont bien compris qu'il y avait une dynamique d'accompagnement et que cette dynamique d'accompagnement les aiderait à adopter une posture de chercheur. Quels apports découvrent-ils quand on leur pose la question? À quoi ça te sert, le comité de suivi de thèse? 4 points sont énoncés. D'abord, à organiser le travail de thèse. Ils sont très, très unanimes pour dire que finalement, le comité de suivi de thèse, c'est quelque chose qui les aide à mieux penser leur méthodologie de la recherche, leur manière de gérer leur temps de travail et leur temps de recherche, et à se donner des temps de pause pour réfléchir à l'avancement de leur travail. Un deuxième point relève de l'importance du regard extérieur. Et c'est très intéressant de voir qu'ils sont demandeurs d'un regard autre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être sûrs de bien problématiser ou, comment dire, d'être sur la bonne voie. Et donc, une des doctorantes qui fait une thèse de philosophie disait qu'elle allait chercher, connaissant les noms des membres de son comité de suivi de thèse, elle allait chercher sur Internet des informations sur ces chercheurs-là pour voir comment elle pouvait entrer en contact le mieux possible avec ces chercheurs pour présenter son propre travail de thèse. Une autre dimension positive et apprenante du comité de suivi de thèse est celle qui consiste à dire que finalement, on apprend à tenir un discours scientifique. Et ce discours scientifique n'est pas une mince affaire, puisque nous avons des professionnels qui ont l'habitude de parler avec des milieux professionnels, et le discours scientifique est un discours exigeant, conceptuel, argumentatif, comme le disait ma collègue précédemment. Et donc ce discours-là suppose un apprentissage langagier, linguistique, et ça n'est pas... c'est au travers des comités de suivi de thèse qu'ils s'essayent, qu'ils se mettent à l'épreuve de cette énonciation scientifique. Enfin, un dernier point apprenant pour eux, c'est l'élargissement de la culture scientifique. Le fait de rencontrer des membres de CST les amène à finalement ouvrir leur horizon de curiosité, à découvrir des auteurs nouveaux, à repenser des choses. Et bon, certains, par exemple, nous disent effectivement, on a du mal avec la culture anglophone. Le comité de suivi de thèse nous a appris qu'il y avait machin bidule en anglais qui avait écrit ça. Ben, il va falloir y aller. Voilà. En conclusion, je dirais que 2 choses importantes à mes yeux à l'issue de ce travail qui nous a demandé beaucoup de temps avec Fabienne Savoya, c'est
que le comité de suivi de thèse offre bien sûr un cadre institutionnel qui permet aussi un dialogue constructif et dont la visée, à mon avis, est finalement la construction d'une altérité scientifique, celle du doctorant. Le comité donc est vécu comme une occasion de réfléchir et d'apprendre dans sa démarche de recherche. Donc il me semble que la fonction tiers dont je parlais tout à l'heure joue pleinement son rôle. Deuxième point, je conclus. Oui, Anne, il faut conclure. Je conclus, c'est que le comité de suivi de thèse travaille, de mon point de vue, sur la reconnaissance de la construction du chercheur. Et donc, le fait d'être avec des pairs qui sont dans une écoute bienveillante, exigeante, permettent à un doctorant de se voir parler de son objet de recherche devant des autrui significatifs. Et cette capacité de se présenter comme chercheur devant autrui, à mon avis, joue sur la reconnaissance de soi en tant que chercheur. Voilà. Merci beaucoup, Anne Jorot. Merci Françoise Bock, Anne Jorot pour vos différentes interventions. Je vous propose de passer tout de suite aux questions du public parce qu'on a déjà un petit peu rogné sur la suite. Donc, alors, je vois Jem qui me lève la main. Allez-y. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, allez-y. Super. Alors, ma question, merci beaucoup pour votre conférence. J'ai une question que je me pose, en fait. Je crois que le suivi, il est effectivement essentiel et dans mon expérience, j'ai beaucoup appris des conseils que m'ont donné les professeurs. Mais je me demandais, enfin, notamment à l'EHESS, on a le comité de thèse qui est souvent à la fin de l'année. Est-ce que ceci ne reste pas un peu insuffisant si, par exemple, on veut échanger de l'évolution au cours de l'année ou s'il y a des problèmes dont on veut parler et avant la date presque échéancier qui est donnée dans le comité de thèse. Du coup, un comité de thèse qui arriverait un peu tardivement, c'est ça? Non, c'est plutôt de me demander par rapport à l'accompagnement plus continu, c'est-à-dire qui arriverait un peu tardivement, ou la question de se dire pourquoi pas faire une étape intermédiaire. Est-ce que ça existe de pouvoir, par exemple, convoquer le comité à moitié de l'année pour demander conseil? Ça, ce sont les laboratoires qui organisent leur comité de suivi de thèse. Alors, tout dépend du nombre de doctorants, mais je pense que chaque laboratoire a sa logique de fonctionnement. Et donc, quand on a pensé l'organisation des comités de suivi de thèse, on s'est dit que le comité de thèse finit par un rapport. Et ce rapport est mis à la connaissance du directeur de thèse, qui peut s'emparer de ce qui ressort du comité de suivi de thèse pour en discuter ensuite avec le doctorant. Donc je pense qu'il y a, une dérivation en quelque sorte. Le comité de suivi de thèse en tant que tel et les effets du comité de thèse et les conséquences ou les effets de ce comité de thèse pour en discuter avec son directeur de thèse, voire peut-être une des propositions reprises, rediscutées ou peut-être abandonnées. Donc tel qu'il est instauré par la loi de 2016, le comité de suivi de thèse, c'est une fois dans l'année et sur toute la période de la formation doctorale, hormis la première année. Donc, il me semble que la temporalité dont je parlais tout à l'heure, c'est d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que le suivi se fait d'une année sur l'autre. Entre-temps, rien n'empêche et le doctorant et le directeur de se saisir de ce qui a pu être dit ou travailler avec le comité de suivi de thèse pour réfléchir sur des propositions qui vont dans le sens de l'amélioration du travail de thèse, par exemple. Moi, ça m'est arrivé d'avoir en lecture le rapport de mes doctorants et d'entendre une de mes doctorantes me dire « mais ils m'ont dit ça ». Et on en discutait pour voir le bien fondé de la proposition et finalement se dire pourquoi pas, regardons de ce côté, pourquoi pas. Donc, si vous voulez, le comité de suivi de thèse, c'est un éclairage ponctuel. Il faut bien comprendre qu'il a été pensé comme ça
pour éviter de laisser dans un isolement les étudiants qui seraient en situation de grande difficulté. Ensuite, les autres utilisent le comité de suivi de thèse de façon à ce que ça amplifie leurs compétences en développement, en construction, et essayent de prendre, comment dire, une pleine partie de ces propositions, mais il peut aussi les abandonner parce qu'il estime avec son directeur que, eh bien, peut-être que la proposition n'est pas à utiliser immédiatement. Une autre question d'une collègue nord-américaine, Constance Denis. Peut-être que vous voulez la poser directement? En fait, j'ai mon bébé avec moi. Je vous préfère qu'il ne fasse pas trop de gazouillis. C'est l'heure de la sieste ici. D'accord. Donc, je la pose pour vous. Constance Denis aimerait savoir comment tu situes, Anne, l'émancipation et l'enculturation dans les propos tenus dans ta conclusion. Ce sont des expressions connues, surtout dans les littératures anglophones, du côté de Hals et Malfroy, et qu'elle a repris dans ses propres travaux sur l'encadrement à la recherche au doctorat. Donc, en fait, la question, comment tu situes l'émancipation et l'enculturation dans ta conclusion? Alors, ce sont des termes importants, il faudrait qu'elle me les précise un peu, mais disons que quand je parle de la reconnaissance de soi en tant que chercheur se construisant, il y a effectivement derrière cela un processus d'émancipation, parce qu'effectivement, on va gagner une autonomie intellectuelle vis-à-vis de son directeur de thèse, vis-à-vis de son laboratoire, en développant un objet de recherche peut-être inédit et en se positionnant comme un chercheur défrichant un terrain nouveau. Donc là, l'émancipation existe bel et bien. Et le comité de suivi de thèse, me semble-t-il, est un lieu parfait d'étayage pour aller vers cette émancipation. Merci Anne. Ensuite, Pierre-Antoine Fabre. Pierre-Antoine, vas-y. Oui, c'était seulement pour dire d'abord, je pense que sur le premier exposé, là, qui était vraiment très intéressant sur les formes d'énonciation doctorale, sur le jeu en particulier, je pense qu'on y reviendra dans la table ronde. Mais je voulais simplement, par rapport à la question qui était posée sur un comité de suivi qui pourrait être pluriannuel, je crois que la question est intéressante parce qu'on voit bien là comment il y a un équilibre entre deux temporalités, ce cycle des comités de suivi et puis ce qui est considéré à l'EHESS en tout cas comme devant être respecté du dialogue entre le directeur et son… Parce qu'imaginons que des comités de suivi se multiplient dans l'année, on en arriverait assez rapidement à ce que finalement le dialogue du directeur et de son doctorant ou de sa doctorante soit marginalisé. Donc, il y a cette tentative de maintenir ces deux temporalités, je ne peux pas le dire autrement, compte tenu du fait, comme le disait Anne Jorot, qu'il m'arrive souvent que des doctorants à moi fassent signe, quelquefois sur ma suggestion d'ailleurs, à un membre ou l'autre de leur comité de suivi pour telle ou telle question ponctuelle. Ça n'empêche pas qu'il y ait des échanges. C'est ce que j'appelais tout à l'heure des multitudes de référents finalement, mais pas sous la forme d'un comité formalisé qui me semble-t-il, a peut-être intérêt à rester comme une espèce de marquage comme ça, régulier, mais pas trop intensif. Merci Pierre-Antoine. Donc ensuite, on avait une question de Luc Sigalo. Allez-y, si vous voulez. Oui, bonjour, vous m'entendez? Parfait, allez-y. Bonjour, j'avais une petite remarque par rapport à la présentation de Madame Jorot. Merci beaucoup, j'ai trouvé ça très intéressant, d'autant plus qu'avec un collègue, on est chercheurs en sciences politiques, tous les deux, on mène un travail aussi sur l'encadrement doctoral et on observe en fait des comités de suivi de thèse, notamment en droit. Et j'étais très intéressé par ce que vous avez dit et je pense qu'effectivement le contexte du CNAM et le fait que ce soit des gens un peu plus âgés, en formation entre guillemets continue pour certains, change un peu la donne. Mais je suis un tout petit peu interrogatif sur la fonction de régulation des conflits du comité de suivi, parce qu'effectivement, dans la mesure où le comité de suivi est quand même essentiellement composé de pairs, notamment de gens qui connaissent souvent très bien le directeur de thèse, des premiers témoignages qu'on a pu recueillir de la part de doctorants et même de ce qui se dit un peu en off dans le comité de suivi, je ne sais pas si c'est vraiment là où se dévoile vraiment, en tout cas pour le doctorant, si c'est là où on peut étaler entre guillemets des conflits qu'il y a à la fois avec le directeur et puis dans l'équipe de recherche. Donc je m'interrogeais un peu là-dessus. Et j'avais une deuxième micro-question et promis après je m'arrête. Il me semblait, et je l'ai appris récemment
que dans l'arrêté de 2016, il était explicitement proscrit que je lis, hein, que les membres du comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant, c'est l'article 13 du. Et moi, j'étais surpris de voir que dans ma propre université, dans certaines ED, eh bien, il y avait le directeur. Alors, ça m'interroge un peu, bon, c'est un point un peu technique, légal, mais ça m'interroge un peu cet usage. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présentation. Et je suis preneur des références que vous avez évoquées, anglo-saxonnes et françaises. Oui. Vous avez parlé de travaux. Je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir les noms ou les références, mais je suis très, très preneur. Je vous enverrai la référence de l'article que nous avons publié avec Fabienne, vous aurez tout. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Alors, sur le dernier point, je vais commencer par le dernier point. J'ai moi le même étonnement, c'est-à-dire que lorsque je vous parle du comité de suivi de thèse auquel j'ai participé, le directeur était présent, puis est sorti pour que je puisse avoir avec un autre collègue un échange avec la doctorante et est revenu enfin. Et ça, c'est, sous la validation de l'école doctorale. Donc, si vous voulez, ce sont, comme je vous le disais, des modes de fonctionnement qui sont propres aux universités et qui dépendent des écoles doctorales et que je découvre au fur et à mesure. Hein. Nous avons pris le parti pris au CNAR, enfin, dans notre laboratoire, de faire une scission totale. Mais bien sûr de tenir informé avec le rapport, le directeur de thèse. Alors, inutile de dire qu'effectivement, la première année, les directeurs étaient inquiets également. Mais finalement, je pense qu'on a tellement travaillé sur la forme du déroulement du comité de suivi de thèse que c'est devenu maintenant un moment, je dirais, de rencontre avec les doctorants qui est un moment très intéressant. Et nous apprenons beaucoup. Et surtout, nous apprenons beaucoup des autres doctorants suivis par d'autres directeurs de thèse. Donc, c'est un apprentissage collectif. Hein, j'insiste beaucoup. Au sein d'une équipe encadrante, on gagne à connaître les cheminements des doctorants. Voilà. Alors, l'autre point, rappelez-moi, c'était sur la régulation. Ouais. Ça existe. Je rappelle quand même que ce texte a été créé pour ça. Ça existe. Et ça existait dans mon laboratoire. Donc, ça veut dire que c'est rare, mais ça existe. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on a des signes. Alors, certains vont l'exprimer de façon directe, feutrée, mais directe. D'autres vont laisser parler des signes et d'inquiétude, et je pense qu'il faut être assez vigilant là-dessus. Donc, la dimension éthique du CST est très importante, et je crois que si on se rend compte qu'un étudiant est en difficulté ou fait du surplace, puisqu'on entend la même année ou au bout de 3 ans la même chose, on peut se poser des questions. Et le comité de suivi de thèse a cet intérêt-là, c'est qu'il peut jouer comme clignotant. Hein. Voilà. Oui, en tous les cas, faire émerger des problèmes qui peut-être n'auraient pas pu émerger autrement. Jean-Philippe Boyou, donc une question, et ensuite je vous propose d'accord de passer à la suite des communications. Il y aura tout loisir donc après de continuer à poser des questions, mais j'aimerais qu'on ne grignote pas trop sur la suite. Très, très brièvement, parce qu'on a effectivement un petit peu en retard. Peut-être, Anne-Joro, si vous pouvez mettre dans le clavardage, dans le conversé, la référence de votre article. Oui, tout le monde peut la voir. Très volontiers. Voilà, tout le monde pourrait la voir. Juste une remarque déjà pour Françoise Bock, j'étais très intéressée par cette discussion sur le jeu-sujet. Et alors, je ne suis pas en sciences de l'éducation du tout, mais à Paris 7, où j'enseigne beaucoup, enfin, l'Université de Paris maintenant, il y a beaucoup de références à Devreux, aux travaux de Devreux, etc. Alors, j'imagine que c'est peut-être très connu, mais c'est justement sur ce cheminement du chercheur dans son livre « De l'angoisse à la méthode ». Et donc voilà, je voulais savoir si c'était une référence qui vous étiez familière, mais je pense que ça pourrait, sinon ça pourrait vous intéresser. De même que le livre de Stanley Cavell, le philosophe américain Stanley Cavell, qui a travaillé sur justement ce qui fait la légitimité de la parole philosophique. Et il dit que toute philosophie commence à une expérience personnelle, c'est-à-dire toute philosophie, même celle des Descartes, est ancrée dans une expérience autobiographique. Et donc, il y a quelque part, il y a toujours un jeu caché, mais un jeu réel. Et
le livre de Cavell là-dessus s'appelle Un ton pour la philosophie, qui est en fait un livre aussi autobiographique et très intéressant. Dernier point, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure et par rapport au comité de suivi. Je crois que le comité de suivi, effectivement, c'est à la fois pour désamorcer, résoudre des problèmes qui pourraient venir, mais cela peut créer aussi des problèmes dans certains cas. Ça peut créer des conflits parce que, de facto, ça va déposséder le directeur de recherche, il faut le dire, d'un pouvoir qui était peut-être exorbitant. Et donc, surtout dans les traditions mandarinales que l'on a pu connaître dans certaines périodes ou que l'on peut encore connaître dans certains endroits. Et donc, toute dépossession de pouvoir va créer un conflit, surtout chez des directeurs de recherche qui peuvent avoir des égos massifiés et tout peut faire blesser un narcissique s'ils sont dépossédés un peu de leur pouvoir. Donc à la fois, je crois que c'est très salutaire du point de vue du doctorant qui peut être abandonné à lui-même, etc. Et ça lutte contre sa solitude. Et puis en même temps, ça peut être plutôt mal vécu par certains directeurs. Voilà, c'était plutôt des remarques d'ailleurs que des questions. Merci Jean-Philippe. Du coup, on va laisser Françoise Bock répondre à tes deux premières remarques. Et puis, en fait, je vous propose, à suite à ça, d'accord, de continuer la discussion sur les CST, sur l'accompagnement doctoral plus généralement pendant la table ronde. Non, je voulais juste remercier Jean-Philippe pour ces deux références et je veux bien qu'il les envoie sur le chat pour que je puisse en bénéficier. Merci.